Bonjour à tous, quel plaisir d'être sur la scène Scale-Up aujourd'hui avec Didier, Sébastien et Guillaume. Je m'appelle Manon Toth, je suis manager stratégie et conseil chez Accenture et j'ai le plaisir d'animer cette table ronde. Donc on va avoir comme principale thématique comment passer de quelques dizaines à plusieurs centaines sans diluer son identité ou perdre sa culture d'entreprise. Donc ce que je vous propose, c'est un petit tour de table pour vous présenter, nous parler un peu de vos formations et vos parcours, et puis également nous en dire un peu plus sur vos fintechs. Je commence. Avec plaisir. Bonjour à tous, je m'appelle Guillaume Moitié, je suis le patron d'une entreprise qui s'appelle Meilleur Taux, qui a été créée, on va dire, dans la précédente vague des fintechs ou du web. C'est une entreprise qui a 20 ans, qui a énormément grossi depuis. On a 2500 salariés. Et quand j'ai rejoint l'entreprise il y a 5 ans, il y avait 1000 salariés. Donc on a plus que doublé. Et on fait 3 choses: informer, comparer, accompagner. Dans les services financiers, évidemment avec le métier du crédit, qui est le métier pour lequel nous sommes encore connus, mais une diversification très forte qu'on a faite sur les 10 dernières années vers l'assurance et le placement. Voilà ce qu'on fait. Super. Bonjour à tous, Didier Lallemand. Donc moi je suis sur un parcours ingénieur, j'ai fait du conseil, j'ai fait de la finance, j'étais à la Société Générale depuis maintenant presque 20 ans. Ces dernières années dans le venture et depuis le mois de mai, je suis le directeur général de Trésor, qui est une des sociétés du portefeuille Société Générale. Trésor, c'est un acteur ou même le leader du bank as a service en France et dans le top en Europe. Donc on fait quoi? On accompagne nos clients, fintech et corporate, dans la mise en place d'outils, de process de paiement pour les intégrer dans leur processus ou en faire même le cœur de leur offre. Donc on est présent en France, bien sûr, c'est l'historique. On a des bureaux en Allemagne, en Italie, en Espagne. On est présent dans toute l'Europe avec le passporting. On a un peu plus de 200 employés aujourd'hui et donc on est effectivement à cet endroit un peu magique de développement et d'hyper-accélération avec tous les enjeux RH dont on va parler. Bonjour à tous, moi je suis Sébastien Bayet, je suis un des fondateurs et CEO d'Agicap. Agicap, c'est une start-up lyonnaise à la base qui offre un outil de gestion et de prévision de trésorerie pour les PME et les startups. On aide les startups à piloter leur trésorerie, à payer leurs fournisseurs et relancer leurs clients. Et on fait ça depuis 2016. On a pas mal grossi ces derniers mois. Aujourd'hui, on est 500 personnes. On opère en France, mais aussi en Allemagne, en Italie, en Espagne et en Grande-Bretagne. Voilà. Merci à tous les trois. Donc on se rend bien compte que vous avez des tailles d'entreprises très différentes. Certains sont plutôt sur 200 collaborateurs, d'autres plus proches de 2000. Du coup, moi, j'ai une question, parce que quand on a en fait préparé cette table ronde, on s'est dit qu'on allait la focaliser sur 2 grandes thématiques, à savoir le recrutement et la rétention des talents. Donc comment faites-vous aujourd'hui pour recruter les meilleurs profils du marché? Quels sont les profils que vous recherchez? Peut-être qu'il y a des candidats dans la salle, c'est votre moment, donc n'hésitez pas. Et du coup, quel est le processus que vous avez mis en place? Alors évidemment, le recrutement et puis la rétention, dont on va parler après, c'est un enjeu existentiel. C'est totalement essentiel dans la stratégie de croissance. Je dirais que nous, on a changé un peu de pied sur un sujet comme ça. Quand j'ai rejoint l'entreprise, on faisait beaucoup appel aux chasseurs. Et ce qu'on a décidé, c'est en principe d'interdire le recours aux chasseurs de tête. Alors évidemment, il y a comme toujours, comme toute bonne règle, elle a des bonnes exceptions. Quand on veut, par exemple, être un peu discret dans le marché, on fait appel à des chasseurs. Mais on s'est rendu compte que, en fait, en donnant à chacun dans l'entreprise le rôle de solliciter son réseau, de réfléchir et d'être un peu l'ambassadeur de l'entreprise, c'était beaucoup plus efficace. Et puis surtout, c'est un peu la question que pose cette table ronde, et je pense qu'elle pose la question et elle donne en même temps la réponse. Comment grossir en gardant sa culture? Justement, on s'est rendu compte que ce qui était important dans le développement de l'entreprise, et le fait que par rapport au métier d'origine, le métier du crédit, on a énormément développé ce que fait Meilleur Taux aujourd'hui, de l'assurance, du placement. L'enjeu pour nous, c'était justement de garder notre culture et de rester l'acteur engagé, militant, qu'on a toujours été. Et ça, on sent que c'est très important pour les gens qui nous rejoignent. Et nous-mêmes, on le teste. Moi, je fais évidemment passer beaucoup d'entretiens d'embauche. Il faut qu'on sente que les gens qui nous rejoignent, finalement, sont mus par ça. Ont un peu ce moteur que quand le réveil sonne le matin et qu'on est un peu fatigué, on se dit « ouais, je vais faire un truc utile aujourd'hui ». Parce que Meilleur Taux va amener de la transparence, va amener de la flexibilité et puis va rendre du pouvoir d'achat tout simplement aux gens. Et donc, rappeler qu'on a cette mission, qu'on a cet engagement, au fond, dans une entreprise qui est devenue très large, très complexe,
eh ben, c'est le plus important. Au fond, revenir un peu aux fondamentaux de l'entreprise. Et puis, comme chaque personne qu'on recrute, on la teste vraiment beaucoup sur cette adhésion aux valeurs de l'entreprise, eh ben, elle peut elle-même, à son tour, être un très bon ambassadeur de la marque et jouer elle-même le rôle en fait, d'agent recruteur. Donc on fonctionne vraiment comme ça et on a complètement internalisé cette fonction de recrutement en la recentrant vraiment sur les fondamentaux et les valeurs fondamentales de l'entreprise. Merci beaucoup Guillaume. Et du coup, en termes de profil, il y a des candidats. Donc qu'est-ce que vous recherchez aujourd'hui? Quels sont les candidats? C'est très simple. Je pense comme beaucoup d'entreprises ici, on recrute dans absolument toutes les missions d'entreprise. On recrute évidemment des commerciaux, on recrute bien sûr des profils tech, des développeurs, on recrute des product managers, on recrute des profils data. Je dirais numériquement dans l'entreprise, c'est quand même les profils commerciaux qui sont les plus nombreux. Ce sont les gens qui sont en contact avec nos clients. Mais ce qui est très important, on en parlera d'ailleurs peut-être un petit peu plus tard quand on parlera de la rétention, on a aussi beaucoup développé la mobilité interne et on a énormément de success stories, de gens qui sont passés de profils commerciaux, de fonctions commerciales vers des fonctions tech, voire l'inverse. Et donc on a beaucoup finalement axé sur le développement des gens qui leur permet de faire un parcours dans l'entreprise, de se réinventer, d'apprendre et puis de passer d'un poste où peut-être ils font à un moment donné du commerce, ils discutent avec nos clients et puis ensuite du product manager et même certains sont devenus développeurs et on est très fiers de ça. Super, merci beaucoup Guillaume. Et alors du coup Didier, on n'est pas du tout sur la même taille d'entreprise par rapport à Meilleur Taux. Donc du coup, comment ça se passe chez Trésor? Encore une fois, je le disais, chez Trésor, ce qui est un petit peu compliqué chez nous, mais chez tous ceux qui sont dans ce passage 150-200, c'est qu'il faut recruter effectivement tout le monde en même temps, en commençant par la RH. Parce qu'en fait, c'est elle qui va vraiment mettre en place les processus qui vont permettre de scaler sur tous les autres métiers. Et donc ça, c'est quelque chose qui prend un petit peu de temps, parce que c'est vrai que quand on est 50-70, on arrive encore à gérer ça de façon très informelle, avec le réseau de chacun. À un moment donné, il faut effectivement déléguer. Au même moment, on fait apparaître une couche de middle management, qui n'est pas forcément des gens qui sont formés au recrutement et au management. Et donc, on a un peu tous ces challenges en même temps. Alors, je dirais que pour l'instant ça se passe bien. En 2019, moi quand j'ai commencé à regarder Trésor, il y avait 45 personnes, on est un peu plus de 200, donc on a une vraie croissance. On a aussi une croissance à l'international et donc cette année on a ouvert nos 3 succursales, donc la dimension recrutement elle s'ouvre aussi sur des profils différents, des profils et des pays surtout où on est moins connu. Et donc ça joue aussi, parce que l'avantage qu'on a chez Trésor, c'est que, en tout cas en France, je pense qu'on est la référence du base, donc on a une notoriété qui nous aide quand même beaucoup. Donc on fait tout en même temps. Sur la diversité, on est effectivement à 45% de tech et puis le reste réparti sur l'ensemble des autres fonctions. On a nous beaucoup de ce que l'on appelle du customer support, de l'account management, du customer success. Donc des gens qui ne sont pas des commerciaux mais qui sont vraiment en front line. On a un peu plus de 100 clients, soit des startups, soit des corporates. Et donc ça nécessite, et ça c'est intrinsèque à notre métier, un suivi, puisque derrière chaque fintech que nous accompagnons, il y a un projet et en fait c'est elle-même une fintech qui est en développement. Donc on est un peu dans la complexité au carré, parce qu'il faut qu'on accompagne des gens qui eux-mêmes sont souvent en hypercroissance. Donc les process de recrutement sont absolument essentiels. Je ne vais pas dire qu'on a des choses très très innovantes, je pense qu'on fait effectivement comme beaucoup, assez peu, voire très très peu de cabinets de chasse, uniquement effectivement sur des postes très très spécifiques. Et on a fait beaucoup de cooptation. Alors la cooptation, moi je suis très favorable, il faut quand même faire attention parce que parfois ça peut ne pas amener toute la diversité qu'on souhaiterait avoir, donc on va aussi. On a ouvert un bureau à Rennes, donc on est à Paris et à Rennes, et puis maintenant dans 3 pays européens. Mais pourquoi on a ouvert Rennes? Pour ouvrir sur des pools de talents qu'on ne trouvait pas forcément à Paris ou en région parisienne. Et puis on a mis, et ça bien entendu, je pense que beaucoup d'entre nous l'ont fait, une politique de télétravail qui est quand même extrêmement souple. Donc ça permet aussi d'aller capter des profils qui habitent en province et qui viennent au bureau 4 jours par mois selon leur disponibilité. Donc tout ça, c'est essayer de rendre l'expérience collaborateur la plus agréable possible. On a des locaux qui sont à côté de l'Étoile, donc on s'est aussi mis dans un endroit où les gens sont contents de venir.
J'aime beaucoup la défense, ça fait 25 ans que j'y travaille, mais j'avoue que voilà, c'est pas tout à fait pareil. Et puis, on a, comme beaucoup de fintech ou comme beaucoup de startups, on a un happiness manager, donc quelqu'un dont le boulot full-time, c'est de s'occuper des collaborateurs, d'organiser des events, de faire en sorte que les gens aient envie de venir au bureau pour créer du lien. Parce qu'encore une fois, la culture, je suis d'accord, c'est essentiel. Et pour que cette culture, elle se développe, surtout quand on croît aussi vite, il faut que les gens se connaissent. Oui, totalement. Donc, effectivement, une belle initiative avec un happiness manager. Du coup, Sébastien, je pense qu'on est vraiment à la croisée des chemins avec Agicap. Il y a 800 salariés, présents dans plus d'une dizaine de pays. Donc, quel est ton processus chez toi de recrutement? Qu'est-ce que tu mets en place pour attirer les talents? Alors nous, très tôt, et pour faire écho à ce qui a été dit, on a dès le début fait le pari risqué de miser sur le recrutement. À vrai dire, notre deuxième CDI, c'était un recruteur sur lequel on a parié. Et au tout début, c'était une forme de risque parce qu'on n'avait encore rien prouvé. Et pour autant, on avait la conviction que le prérequis au succès, la condition au succès, c'était de réussir à monter une équipe solide, une équipe très engagée, et ça ne se ferait pas tout seul. Donc voilà, dès le début, on a fait le pari du recrutement interne, en considérant cela comme un vrai métier. Et ensuite, on a décomposé, développé plusieurs canaux de recrutement. Canal de recrutement sortant, c'est le premier, peut-être encore le principal. On va les contacter directement, les talents, les candidats avec lesquels on veut travailler, mais aussi créer une marque employeur, l'équivalent du SEO pour créer du flux, pour que les gens qui sont en recherche puissent nous trouver et penser à nous. Et enfin, dernier canal, la cooptation. Et ce qu'on a pu apprendre ici, c'est que c'est quelque chose qui ne se fait pas tout seul. La cooptation, elle s'entretient, elle se provoque. C'est en demandant aux gens, aux salariés, s'ils pensent à quelqu'un pour tel ou tel poste, qu'il y a un effet multiplicateur qui se pose. Donc voilà un peu les canaux de recrutement. Et ensuite, pour répondre à la question des profils qu'on recrute, évidemment, on recrute dans tout type de profils chez Agicap. En nombre, effectivement, il y a deux grandes populations qu'on va recruter un petit peu plus souvent que les autres. Des développeurs tech, on a une équipe de quasiment 200 personnes là-dedans pour développer nos produits. On a lancé 2 nouveaux produits sur les 18 derniers mois, donc on a pas mal investi là-dessus. Et ensuite, des profils plutôt commerciaux, business, que ce soit commerciaux purs ou services clients, customer success en aval. Et les propositions de valeur qu'on a sont assez différentes finalement d'un métier à l'autre. Pour ne reprendre que ces 2 exemples, on a des propositions de valeur très différentes parce qu'on recrute des profils qui sont aussi très différents. Côté tech, on va recruter des profils plus seniors, plus experts, ciblés sur une sous-technologie. Et donc là-dessus, notre proposition de valeur, c'est plutôt celle de la qualité, de l'expertise. On est dans un framework qui s'appelle DDD, Domain Driven Design. Et du coup, on va mettre beaucoup l'emphase sur le peer programming, les tests, etc. Ce qui ne convient pas à tous les développeurs, mais ceux qui recherchent ça vont être attirés par ça. On a aussi recruté un expert du sujet qui est VP Engineering, voilà, pour être capable de créer une sous-communauté qui est attirée par cette proposition de valeur. Ça, c'est ce qu'on fait côté tech. Et ensuite, côté business, on a une proposition de valeur assez différente parce qu'on recherche des profils aussi très différents. Plutôt des profils juniors, sortis d'école. Et ici, on va plutôt proposer une expérience d'école de vente, école de la relation client, avec une formation assez poussée dans les techniques de vente, dans les capacités, compétences financières. Et l'idée, c'est de faire grandir des gens qui sortent juste d'études, qui n'ont peut-être jamais pratiqué cela, et de les accompagner. Super, merci beaucoup à tous les 3. Alors je pense que vous avez déjà un peu touché du doigt ma prochaine question, qui est plutôt sur l'intégration de vos nouveaux collaborateurs. Donc là, avec la formation, typiquement, c'est quelque chose qui peut répondre à leurs besoins et qui permet de mieux les intégrer. Mais quels sont les autres leviers que vous avez mis en place justement pour garder votre culture et puis faire en sorte que vos talents aient toujours un attrait dans votre proposition de valeur? Oui, je pense que, alors, on peut faire un peu une liste de mesures, mais nous, on a pris le sujet de façon un petit peu plus globale. On voit que c'est un sujet qui se recompose beaucoup et qui évolue beaucoup. C'est un peu un cliché, ce que je vais dire, mais on voit que le centre de gravité, je dirais même, pardon du mot, mais le rapport de force
a énormément évolué. Il y a 10 ans, au fond, l'entreprise posait ses conditions et puis les gens étaient bien contents de trouver un job. On sait qu'il y a eu une période où c'est exactement le contraire. Et d'ailleurs, on voit ce que les mots que tu as employés pour parler du recrutement, c'est des mots de marketing, au fond. C'est aller faire des campagnes, aller faire de la cooptation comme on fait avec nos clients. Enfin voilà, c'est devenu vraiment je dirais une activité vraiment de marketing où il faut aller chercher les salariés au fond comment on va chercher des clients. Je pense que moi ce que je ressens c'est que les choses au fond se rééquilibrent un peu dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on est passé, comme c'est assez classique dans un marché, peut-être d'un extrême à l'autre. Je pense qu'il faut que les boîtes soient aussi fières de leur proposition de valeur et pas juste, enfin ne s'ajustent pas forcément uniquement aux demandes des salariés. Il faut évidemment être à l'écoute, comme on est à l'écoute de clients, mais on a aussi une proposition de valeur vis-à-vis des salariés et il faut aussi, je dirais, ne pas vouloir faire une boîte par salarié. On est un collectif, on est une collectivité et pour que ce collectif fonctionne, il faut aussi que ce ne soit pas l'auberge espagnole, pour prendre une expression un peu classique, qu'on ait quand même un corps de valeurs sur lesquels on soit d'accord. Évidemment, il y a un sujet comme le télétravail qui est très clivant. Je pense qu'il y a des cultures très différentes d'entreprises. On en a tous un peu, c'est évident. Mais nous, on est très, très attentifs à l'humain et on assume complètement que ce ne soit pas full remote chez nous. Et que les gens ils viennent toutes les semaines et qu'on se réunisse et qu'on voit les gens. C'est très important pour nous. On assume ça. Et du coup, on pense qu'il ne faut pas être dans le non-dit et il ne faut pas que l'entreprise se dise « Ah bah, c'est ça notre culture, c'est ça notre valeur, mais on va s'adapter parce qu'on veut absolument quelqu'un. » Je pense que c'est des compromis qu'il ne faut en fait pas faire. Et il vaut mieux peut-être ne pas recruter une personne et dire bah, « Non, on garde nos valeurs, on pense qu'elles sont les bonnes, elles fédèrent les gens qui sont aujourd'hui dans la boîte. » Et bah, effectivement, s'il y a des gens qui adhèrent à ces valeurs, ils viennent. S'ils n'adhèrent pas à ces valeurs, il vaut peut-être mieux qu'ils ne viennent pas, et pour nous, et aussi en fait pour eux, parce que s'ils rejoignent une entreprise avec laquelle ils ne sont pas en adhésion, ils ne seront pas à l'aise, ils ne seront pas contents. Voilà. Donc ensuite, évidemment, tout ça se décline dans des mesures concrètes. Moi, un sujet sur lequel j'ai énormément misé et qui mobilise vraiment beaucoup de gens, c'est en fait le dernier sujet dont tu as parlé, Sébastien, les sujets de formation. Ils sont très importants pour nous. Alors évidemment, comme toute boîte, on a les parcours d'intégration, la formation, etc. Mais on fait vraiment en sorte que ça fasse partie du parcours des gens chez Meilleur Taux. Et comme je le disais, y compris vers une mobilité interne. Et donc, par exemple, on a fait un partenariat avec Open Classrooms, qui s'appelle le droit au MOOC, où on dit un truc très simple. On dit les gens qui sont chez nous, sur leur temps de travail, ils peuvent se former au sujet de leur choix. Au sujet de leur choix. Un juriste qui veut apprendre le SEO, eh ben c'est très bien, parce que évidemment, il sera amené à traiter de ces sujets. Évidemment, ça va, au fond, éclairer son travail de juriste. Ça va peut-être préparer une mobilité interne, mais de toute façon, d'abord, c'est une hard skill. C'est très important, évidemment, de mobiliser à la fois les soft skills, je dirais, ce qui est quelque chose qu'on voit beaucoup, mais aussi les hard skills. Je trouve que c'est très important qu'un product manager ou quelqu'un qui est dans une fonction sache à peu près comment ça fonctionne le web, sache à peu près comment ça fonctionne une app, et même les data. Il y a beaucoup de fantasmes sur un sujet comme le machine learning. Si les gens maîtrisent un tout petit peu la façon dont ça se passe, savent ce que c'est un réseau de neurones, savent ce que c'est une régression logistique, eh ben, au fond, l'entreprise avance mieux. Donc nous, on a énormément misé là-dessus. Et les gens, de nouveau, sur leur temps de travail, et puis bien sûr, en dehors de leur temps de travail, s'ils le veulent, ils peuvent utiliser tout le catalogue Open Classrooms et se former au sujet de leur choix. Il y a évidemment beaucoup d'autres choses qu'on fait, mais ce sujet-là, on le porte un peu en étendard parce qu'il est assez emblématique de ce qu'on veut offrir à nos salariés. Et bien sûr, c'est quelque chose qu'on offre, mais c'est aussi un message qu'on leur envoie, qui est de dire « tu es chez Meilleur Taux ». C'est parce qu'on attend de toi que tu passes d'un point A à un point B quand tu es dans l'entreprise, que tu apprennes des choses. On veut évidemment te les apporter, mais tu dois aussi prendre le sujet et c'est à ta main. Tu as tous les outils pour faire ça. Évidemment, tu peux échanger avec les RH, avec ton manager, mais fondamentalement, on met ça à ta portée, à ta main, et tu dois l'utiliser. C'est aussi le message qu'on envoie aux gens qui nous rejoignent parce que c'est une valeur d'entreprise. Super. Donc, on peut voir que vous êtes quand même très aligné sur la formation. Didier, on peut peut-être en dire aussi deux mots. Quelles sont du coup les valeurs d'intégration, enfin, comment on accompagne un nouveau avec les valeurs aujourd'hui Alors, effectivement, nous, l'intégration, pour le coup, c'est clairement quelque chose sur lequel on compte beaucoup sur l'humain. Encore une fois, je l'ai dit, on a un certain nombre de managers qui sont assez jeunes dans leur rôle et on passe du temps à les former à ça, à intégrer, parce que on a, comme on dit toujours, qu'une seule occasion de faire une première bonne impression. Et comme on recrute effectivement quand même pas mal de jeunes, alors pas que des débutants, mais quand même aussi pas mal, c'est souvent une première ou une deuxième expérience, et c'est hyper important pour eux, pour s'intégrer et se projeter dans la durée, que cette première expérience, ce premier contact soit réussi. Et donc, ça a été un débat. Effectivement, le télétravail, c'est très apprécié,
mais on ne peut pas intégrer des gens en télétravail. Alors, on a été tous obligés de le faire, on a réussi à faire des miracles quand on n'avait pas le choix, mais c'est quelque chose, là, pour le coup, sur lequel on est totalement revenu. Et donc, effectivement, les jeunes chez nous, quand ils arrivent, ils sont full-time. Parce que c'est comme ça qu'ils peuvent apprendre. Et donc, forcément, ça veut dire que les managers qui intègrent des nouveaux entrants, ils sont moins en télétravail, parce qu'on ne va pas mettre celui qui arrive tout seul au bureau avec en face des gens en télétravail. Donc, c'est vraiment pour nous, l'intégration, c'est l'humain. Après, encore une fois, on progresse, on grandit. Donc, on n'avait pas une culture de l'écrit extrêmement développé. Bon, après l'écrit, c'est pas non forcément le meilleur, donc on a fait quelque chose, ça s'appelle les Trésors Academy. Donc, alors c'est pas que de la formation, c'est vraiment, on va dire que voilà, on a une quinzaine de sessions qui ont été enregistrées sur lesquelles, en fait, voilà, c'est comme un MOOC, il faut apprendre Trésor et vous avez la possibilité de le faire, donc on les fait quand même aussi en réel, hein, on refait des sessions pour pouvoir avoir ces interactions, mais pour ceux qui arrivent quand il n'y a pas des sessions programmées, ils peuvent le faire pour apprendre Trésor, et on a un mélange, c'est à la fois des choses techniques hein, sur le produit, parce qu'on a un produit qui est quand même assez pointu, sur nos clients, sur les métiers de nos clients, et puis sur nos valeurs, effectivement, sur voilà, comment se comporter, qu'est-ce que l'on attend en termes de comportement. Très clair, merci beaucoup Didier. Du coup Sébastien, avec la formation, je pense qu'il y a aussi d'autres mesures qu'il y a du coup chez Agicap. Est-ce que tu veux nous en dire deux mots ? Oui, je souhaitais tout d'abord rebondir sur ce qui a été dit, parce que chez Agicap, et moi en tout cas je me retrouve vraiment dans ce qui a été dit, j'irai même un petit peu plus loin. Même au moment où le marché était le plus tendu, peut-être l'an dernier, nous on a toujours assumé, voire même poussé une culture qui était clivante, des valeurs qui étaient clivantes, et on pense que ça a toujours été un atout de recrutement. Un atout, l'idée ce n'est pas de plaire à tout le monde, mais le marché est suffisamment grand et c'est plutôt de plaire fortement à quelques personnes, en tout cas celles qu'on souhaite recruter. Donc dès le recrutement, on met en avant nos valeurs qui peuvent être encore une fois clivantes, notre manière de fonctionner. Et l'idée par contre, c'est que les personnes qui font partie de l'entreprise puissent en être vraiment ambassadeurs et vivre, incarner ces valeurs. Parmi ces valeurs, c'est des valeurs d'humilité, des valeurs d'excellence, des valeurs d'aller rechercher l'impact parfois assez court terme. Et enfin, esprit d'équipe, quelque chose dont on s'est rendu compte et qu'on trouve assez intéressant, c'est que les gens viennent pour l'ambition, viennent pour le projet, mais souvent restent pour l'équipe. Donc créer ce cadre d'équipe qui est probablement plus dur à créer, à maintenir en télétravail, est quelque chose qui est important et constitue un élément de rétention qui est clé. Sébastien, tu fais des teasings avant chaque prochaine question. Donc effectivement, la prochaine question, c'est à propos de la rétention. On est en pleine guerre des talents. Donc effectivement, l'humain est très important. Donc qu'est-ce que vous avez mis en place concrètement comme action pour retenir vos talents, faire en sorte de les fidéliser au quotidien ? Alors, c'est évidemment une très bonne question, mais je vais commencer peut-être par contester la question elle-même. Je pense que les populations auxquelles on s'adresse, même d'ailleurs chacun dans sa carrière, le fait de changer de boîte à un moment donné est dans l'ordre des choses. Et je pense, d'ailleurs, moi, il m'est arrivé d'avoir des échanges avec des gens avec qui ça se passait en fait très bien, que j'aurais bien aimé garder, mais je me suis dit, ça fait 5 ans qu'il est là, c'est peut-être pas dans son intérêt de rester. Et d'ailleurs, s'il va voir une autre boîte, qui fait autre chose, qui découvre d'autres choses, je serais très content qu'il revienne après. Mais parfois, je pense que quand on a, je ne vais pas donner de chiffres parce que les gens dans l'entreprise pourraient se sentir concernés, mais on voit bien que quand on a passé peut-être trop de temps dans un même poste, parfois c'est bien que quelqu'un vous dise « Écoute, franchement, tu fais super bien ton boulot, il n'y a pas de problème, et puis évidemment, tu es très à l'aise, tu connais par cœur. » Mais peut-être qu'il faut que tu ailles changer un peu. Et donc, je pense qu'il faut qu'on l'accepte. C'est-à-dire que c'est évidemment, nous, on fait attention à garder les gens, à ce qu'ils soient heureux. J'ai parlé du sujet formation, il y en a beaucoup d'autres. Mais je pense qu'il faut aussi se mettre un peu à la place de nos salariés, raisonner en termes de parcours de carrière. Et puis, bien sûr, imaginer qu'il y a une mobilité qui est plus forte pour des gens jeunes. Moi, je connaissais quelqu'un qui a fait une très belle carrière après, qui avait une règle, qui avait une théorie qui disait il faut changer tous les 10% de son âge. C'est évidemment un peu extrême, mais en même temps, c'est pas idiot. Quand on réfléchit, on dit « Ah ouais, c'est vrai qu'à 40 ans, tous les 4 ans, c'est bien, 50 ans, tous les 5 ans, et à 20 ans, tous les 2 ans et demi. » C'est dans l'ordre normal des choses. Alors après,
je pense que la meilleure des rétentions, déjà, c'est de ne pas se tromper au début. Je pense que le moment du recrutement, ce qu'on a dit, c'est que fondamentalement, nous sommes des boîtes qui sélectionnons, et je redis, nous, on préfère parfois, même quand on a des postes ouverts, et puis des postes, je dirais, comme tout le monde, on recrute des développeurs Java, Salesforce, PHP, JavaScript et compagnie. Et on a des postes ouverts, et on a beaucoup, et on aimerait bien avoir les gens. Et bien parfois, il m'est arrivé, en accord évidemment, parce que tout ça, c'est collectif dans l'entreprise, de dire, cette personne-là, elle coche vraiment la case du poste qu'on recherche depuis 5 mois, même très longtemps, mais on ne va pas le prendre parce qu'en fait, ça ne va pas aller. Fondamentalement, par exemple, ce qu'on a besoin de sentir, c'est une vraie curiosité sectorielle. Nous sommes, évidemment, une plateforme qui interagissons avec toutes les banques de la place, toutes les compagnies d'assurance de la place et beaucoup d'autres acteurs. Il faut aimer ce monde-là, il faut aimer venir ici aujourd'hui et dire « Ah oui, je vais rencontrer que des fintechs ». Des gens qui ne nous disent pas ça, on sent qu'il y a un truc qui va mal se passer après. Et donc je dirais vraiment, la meilleure façon d'avoir des gens qui seront à l'aise, c'est de bien les choisir au début. Et puis ensuite, je dirais c'est des recettes assez classiques. On ne prétend pas avoir le prix Nobel de la rétention, vraiment pas. Je pense qu'il faut être à l'écoute. Aujourd'hui, il faut évidemment augmenter les gens. Je veux dire, on est dans un environnement où il y a une inflation qui est forte. Il faut faire les gestes salariaux qu'il faut, parce qu'ensuite, quand quelqu'un part et qu'on ne l'a pas voulu, alors là, c'est un vrai coût pour l'entreprise. On voit le coût immédiat que représente une augmentation, mais il y a un coût indirect de ne pas augmenter les gens et de les perdre. Et donc voilà, on essaye de faire de notre mieux. Et je pense aussi, d'ailleurs, le discours sur les valeurs et le fait de bien sélectionner les gens, c'est un moment clé au moment du recrutement. Mais je pense que les gens apprécient qu'on revienne aux fondamentaux de façon régulière. Et moi, il y a quelque chose à quoi je suis très très attentif, c'est qu'il n'y a jamais deux discours dans l'entreprise. Quand la porte est fermée et qu'on est en petit comité, qu'on a par exemple un copil sur un produit, on n'emploie pas un terme différent, même un vocabulaire différent et des objectifs différents de ceux qu'on peut employer quand on parle grand public et quand on passe, ce qui nous arrive de temps en temps à la télé ou dans un grand média. Je pense qu'il y a quelque chose que les salariés d'aujourd'hui détestent, c'est la forme de cynisme qui consiste à dire, quand les micros sont ouverts, les caméras sont allumées, « Ah, nous voulons faire le bien, amener de la transparence, de la fluidité, etc. » Et quand la porte est fermée, dire « Oui, mais on veut… » Vous voyez, ce genre d'expression qu'on a tous entendu quelquefois, « équiper le client comme un sapin de Noël », ce genre d'expression, les personnes qui chez nous emploient ce vocabulaire, en général prennent la porte assez vite, parce que c'est très important d'avoir cet alignement. Je pense qu'il y a quelque chose que les salariés attendent de nous de plus en plus, c'est voilà, cette absence de double discours, et nous on y est très très attentifs. Évidemment, moi en tant que patron de l'entreprise, j'y fais attention, mais c'est quelque chose qui doit irriguer vraiment tous les niveaux de l'organisation. Merci beaucoup Guillaume. Didier ? Alors la rétention, moi je pense que la meilleure façon, c'est de comprendre pourquoi les gens sont là et qu'est-ce qu'ils cherchent. Et en fait, on a des cas de figure très très différents en fonction aussi des métiers qu'on fait. Bien sûr, il y a quand même quelques choses qui sont un peu transverses. La rémunération, voilà, c'est quand même un sujet, à peu près tout le monde y est sensible, mais pas au même niveau. Et donc, moi, j'ai été très frappé en discutant avec pas mal de gens chez nous. Typiquement, la tech, en fait, le principal facteur de rétention dans la tech, c'est d'être au top de la tech. Ce qui fait que les gens vont rester chez nous, c'est parce qu'ils ont le sentiment qu'ils sont sur les techs sur lesquels il faut être. Et ça, c'est un investissement aussi. C'est-à-dire que, quelque part, à un moment donné, on va faire l'investissement de passer sur la tech d'après, pas seulement pour ce qu'elle apporte à nos clients ou à nous-mêmes ou la sécurité ou tout ça, mais parce que, en fait, être sur la tech d'après ou celle qui est en train d'émerger, c'est la meilleure façon de conserver les meilleurs et voire même d'en attirer des nouveaux. Et c'est très différent quand on va parler des populations commerciales, où là, c'est vraiment voilà, le développement à l'international, la capacité du coup aussi à se projeter, et de se dire peut-être que moi demain, je vais aller en Allemagne pour aller aider à développer. Donc on essaye de cibler finalement et de comprendre un peu métier par métier. Et puis après, il y a aussi par génération, c'est clair que dans une boîte qui croit beaucoup, on ouvre des postes, je le disais, de management. Voilà, c'est des façons pour des gens de rester parce qu'ils vont apprendre quelque chose qu'ils n'auraient pas forcément la capacité d'apprendre s'ils changeaient de job parce que voilà, nous on leur fait confiance, on les connaît, on se dit ils ont la capacité de prendre une équipe de 3 personnes et de grandir. Donc, je dirais encore une fois, on est 200, donc ça reste à taille raisonnable. Et donc, je ne vais pas dire qu'on fait des parcours de rétention individuels pour chacun de nos collaborateurs, mais quand même, on essaye de... voilà. Parce que c'est très pragmatique, hein, je pense qu'on le sait tous. Perdre un collaborateur qu'on aurait voulu garder et qui part, entre guillemets, pour de mauvaises raisons, parce qu'on n'a pas su lui donner ce qu'on devait lui donner, c'est un coût qui est exorbitant.
Et donc voilà, c'est un investissement qu'on fait à la fois en temps et puis aussi en moyens pour éviter de devoir effectivement aller chercher avec un coût de formation, etc. Et puis derrière, le gros avantage que l'on a, c'est que ça se sait. Et donc, je crois que c'est toi qui disais la marque employeur. Enfin, la marque employeur, c'est aussi ça. C'est pas seulement est-ce que j'ai envie d'y aller, c'est est-ce que j'y reste. Et ça, c'est très visible, finalement. Tu as peut-être envie de rebondir là-dessus, du coup, Sébastien ? Alors, peut-être la première chose, ça a été dit et redit, mais je pense que c'est quand même essentiel, il est important de payer les gens au niveau du marché. Les gens travaillent quand même pour gagner leur vie, et ça, c'est le prérequis. Un écart trop fort, quoi qu'on offre d'autre, c'est pas soutenable dans la durée. Pour autant, je suis aussi d'accord sur le fait que c'est nécessaire, mais pas suffisant. Et du coup, il est important d'apporter d'autres choses. Moi, ce que je pense et ce qu'on essaye du coup d'offrir, c'est évidemment de plus en plus dur à mesure qu'on grossit de maintenir ça, c'est que les gens restent tant qu'ils ont l'impression d'apprendre, de découvrir, d'être challengés, etc. Les gens nous rejoignent souvent pour le challenge, pour l'ambition, et si on a l'impression de plafonner, c'est souvent le début de la fin. Alors à nous de proposer des parcours de carrière qui soient d'abord dans le poste challengeant, qui permettent de grandir dans une position donnée, sur un sujet donné, mais ensuite de créer de la place, et je pense que c'est notre responsabilité en tant que dirigeant, en tant que manager, de créer ces opportunités au sein d'un métier, au sein d'un département, au sein de plusieurs départements, soit des opportunités managériales, des opportunités techniques, des opportunités de reconversion. Donc voilà, créer de la place, de l'espace pour que les gens puissent s'exprimer. Et tant qu'on est challengé, je pense qu'on reste dans l'entreprise. Super. Alors du coup, pour clôturer cette table ronde, je vous propose plutôt de revenir sur un cas potentiellement malheureux de recrutement ou de rétention. Et justement, ce que vous en avez tiré, est-ce que vous avez mis des actions après derrière en place? Donc si vous avez un cas à nous partager là-dessus. Peut-être juste avant de te répondre, je pense que ce qui a été dit, moi je trouve que c'est très intéressant, y compris d'ailleurs, nous on l'a même intégré dans les roadmaps produits, c'est-à-dire les populations de développeurs, fondamentalement, ils veulent être sur des technos pointus et faire des choses cool. Et donc, parfois, dans nos roadmaps produits, on s'est dit, bon, bah, ce projet-là, il est plus héroïste. C'est vrai qu'en termes de rendement versus coût, il serait plus héroïste, mais on va faire passer devant un autre projet parce qu'on sent que les développeurs, voilà, ça leur plaît de travailler sur cette techno, de lancer ce projet. Et donc, voilà, c'est très important d'entendre que cette population-là a ce besoin. Évidemment, il y a d'autres besoins dans la population. Alors après, je pense faire l'analyse des échecs, c'est très important. Moi, je dirais, les exemples dans lesquels on s'est toujours rendu compte qu'il y avait des échecs, c'est souvent des non-dits. C'est-à-dire, au début, notamment dans le cadre d'un process de recrutement, on se dit « Ah, les choses ont l'air de bien se passer, on va enfin staffer ce poste pour lequel on recherche depuis très longtemps. » Et finalement, on garde un certain niveau d'ambiguïté. On ne se met pas forcément d'accord sur tout. Et j'ai constaté qu'à chaque fois qu'on ne le faisait pas, il y a toujours un moment où on se fait rattraper. Même des choses très concrètes, comme je l'ai dit, nous sommes évidemment, comme tout le monde, avec une dose de télétravail, mais une dose seulement parce que moi, je trouve que c'est important que les gens viennent dans l'entreprise toutes les semaines, par exemple. Et ben, il y a des gens qui ont candidaté à des postes où c'était même pas possible de venir toutes les semaines parce qu'ils habitaient trop loin. Et ben voilà, un regret, par exemple, que je peux avoir, c'est de ne pas avoir posé la question, ou que dans le process, personne n'ait posé la question, mais au fait, où habitez-vous ? Eh bien, il ne faut pas hésiter à la poser. On ne rentre pas dans la vie des gens, on n'en demande pas plus, mais quand même savoir si les gens doivent mettre 3 heures pour venir chez nous ou pas. S'ils sont trop loin, il y a un moment où ils seront malheureux. N'hésitons pas à poser ce genre de questions concrètes, plutôt que de se dire « Ah, on va signer, c'est bien, et on va staffer le poste, et on verra après ». Donc, il ne faut pas voir après, il faut vraiment voir sur le moment. Merci Guillaume. Alors moi je n'ai pas forcément un exemple de recrutement qui s'est mal passé. En revanche, ce qu'on a constaté, et je pense que beaucoup de boîtes, encore une fois, qui sont dans le même stade de croissance que nous, c'est que les modes de fonctionnement à 50, 70, jusqu'à 100 ne sont plus les mêmes de ceux qu'on met en place maintenant. Et en fait, il y a des gens, voilà, ils étaient bien dans un environnement à 50, 70, et dans un environnement qui se structure, dans un environnement dans lequel on leur demande justement peut-être de devenir manager ou accompagner. En fait, c'est plus leur façon d'être, ils ne se retrouvent plus finalement dans ce nouveau paradigme. Et ça, c'est compliqué en fait à gérer parce que souvent c'est des gens qui sont là depuis un certain temps, donc ils portent une partie de l'histoire de l'entreprise.
Et pour autant, ils ne peuvent plus faire partie du futur. Et arriver à gérer, à verbaliser ça, c'est pas facile. Donc, je dirais que là où on a peut-être fait, on aurait pu mieux faire, c'est de le faire de façon peut-être un peu plus proactivement pour éviter des situations où ça a peut-être un peu trop duré. Et à la fois pour la boîte et pour l'individu, en fait, c'était dommage. On aurait peut-être dû se dire un peu plus frontalement, écoute, t'es un gars ou une fille super, t'as fait un boulot de dingue pour la boîte, mais en fait, la boîte, elle a changé, et toi, c'est pas ton truc. Je crois que tu voulais réagir, non? Non, mais je pense, moi, oui, je suis vraiment en adéquation avec ça. C'est que quand on doit prendre des décisions difficiles, et comme patron, malheureusement, on n'a pas que des bonnes nouvelles à annoncer. On se dit toujours au moment de décider que c'est un peu trop tôt. C'est un peu trop tôt. On va encore rester un petit peu avec Régis ou Jacqueline. Et une fois qu'on a pris la décision de se séparer, on se dit toujours qu'on l'a fait trop tard. C'est toujours trop tôt au début et toujours trop tard à la fin. Voilà, mais c'est ce que j'ai constaté. Donc je suis vraiment d'accord avec ce que tu as dit. Sébastien? Peut-être des échecs, on a eu plein. Je voulais plutôt parler d'échecs, de semi-échecs qui se sont bien finis. Ça m'a fait penser à des cas où on a dit non 1 fois, 2 fois, 4 fois, 5 fois à certains candidats qui ont continué à insister, continué et qui ont fini par intégrer l'entreprise. Ou d'ailleurs, dans l'autre sens, des candidats qu'on voulait vraiment recruter, qui nous ont dit non 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, et qui ont fini par accepter. Dans les 2 cas, et j'ai plusieurs dizaines de cas en tête au total, on a des gens qui aujourd'hui sont des piliers de l'entreprise et qui se sont retrouvés dans cette situation, enfin dans l'une ou dans l'autre. Et peut-être l'enseignement qu'on peut en tirer, c'est que le recrutement, ce n'est pas une science parfaite. Ça vaut le coup, à la fois en tant que candidat, en tant qu'entreprise, de pousser des valeurs d'abnégation, d'esprit d'initiative, et souvent, ça paye. Super. Un grand merci à tous les 3 pour cette table ronde. C'était un plaisir de l'animer. Et puis j'espère à très vite. Merci beaucoup. Merci.